Der Frankreich-Block ist heute in Saarbrücken. Neben mir sitzt der Abgeordnete der französischen Nationalversammlung, Pierre-Yves Le Bruyne. Monsieur le député, merci de me recevoir ici. Nous sommes dans l'hôtel à Saarbrücken. C'est notre troisième interview. La première a eu lieu dans votre permanence. Elle n'est pas en France, elle est à Cologne. À Cologne. Pourquoi est-elle à Cologne? Parce que je voulais avoir, comme tous les bons députés, un local dans ma circonscription. Alors, ma circonscription est à l'étranger, mais j'ai choisi Cologne parce que je pouvais voyager dans un train à grande vitesse entre l'Allemagne et la France et ne pas perdre de temps en travaillant. Vous représentez les Français hors de France, dans combien de pays d'Europe? Les Français que je représente sont installés dans 16 pays, depuis l'Allemagne jusqu'à la mer Noire. Vous êtes donc député de Français à l'étranger, je le rappelle à nos lecteurs du blog, dans la circonscription d'Allemagne et ensuite Europe centrale et orientale. La moitié de la durée de votre mandat est derrière vous. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui? Ça passe vite, j'ai l'impression que ça a commencé hier, et c'est vrai, vous avez raison, ça fait 50% du temps déjà. Le bilan que j'en tire, c'est la certitude finalement qu'il faut être présent sur le terrain. Il n'existe pas de grandes victoires, il n'existe que des toutes petites victoires, et chacune de ces petites victoires, c'est dans la persistance et la résilience par rapport à l'abattement, à la difficulté, à la longueur des procédures qu'elle se gagne. Ne jamais baisser les bras. Et ça implique d'être au contact des compatriotes, partout, dans ma permanence à Cologne, mais dans bien d'autres villes en Allemagne aussi, et au-delà de l'Allemagne, dans les 15 autres pays de ma circonscription, de se faire un peu comme l'éponge de la circonscription, à travers les permanences, recevoir les gens, communiquer avec eux aussi par les réseaux sociaux, intervenir sur des sujets aussi finalement quotidiens que les permis de conduire, que la reconnaissance des diplômes, que les difficultés fiscales ou sociales quand on vit sur deux pays ou quand on a construit sa carrière sur deux pays, quand on a une famille binationale ou biculturelle. Ce sont ces sujets-là que je traite et j'ai, après 2 ans et demi maintenant, quelques exemples de travaux qui portent leurs fruits, mais qui ont requis des mois, des années même de travail pour moi et pour mes collaborateurs. Pourriez-vous citer 2 sujets, 3 sujets? Le premier sujet que j'ai en tête touche à la diffusion de la télévision par Internet à l'étranger, télévision française. C'est un sujet important pour beaucoup de nos compatriotes qui, très légitimement d'ailleurs, ne comprennent pas que lorsque l'on a passé la frontière de la France, même lorsqu'on est à Kehl par rapport à Strasbourg, et qu'on va sur le site pleuz.fr, qui est le site de rattrapage des programmes des chaînes du groupe France Télévisions, vous ayez un écran noir qui vous dit vous vous trouvez hors du territoire français, vous êtes donc géolocalisé, et de fait l'accès à telle ou telle émission, des Racines et des ailes par exemple, est impossible. C'est incompréhensible. Alors quand vous grattez un petit peu les raisons derrière, vous apercevez que France Télévisions n'achète les droits de diffusion que sur le cadre hexagonal et les Outre-mer. Et le fait pour des raisons purement budgétaires. France Télévisions n'a pas les moyens d'acheter des droits de diffusion globaux. Et je me suis attaché depuis mon élection à d'abord faire un premier travail qui est achevé, qui était de lister toutes les productions des chaînes de télévision françaises, publiques, les chaînes du groupe France Télévisions, Arte, TV5 Monde, France 24, et finalement parler avec tous les producteurs, tous les créateurs, tous les diffuseurs, pour essayer de savoir ce qui était accessible en ligne depuis l'étranger, parce qu'aucun travail de consolidation n'avait jamais été fait. Et avec mon équipe, nous avons bossé une bonne année pour faire ce travail. Nous l'avons fait au contact des directions des chaînes, avec elles, et nous l'avons fait valider par le ministère des Affaires étrangères, lequel ministère non seulement l'a accepté, mais a construit avec nous la petite plaquette qui est maintenant en ligne sur tous les sites internet de la diplomatie française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un Français en Allemagne, mais aussi un Français en Albanie, par exemple, autre pays de ma circonscription, peut cliquer sur le site de son ambassade ou de son consulat, et 2-3 clics plus loin, va trouver la liste complète des émissions accessibles en ligne depuis l'étranger, ce qui est déjà un progrès. Je vais mettre les liens sur le blog parce que je ne l'ai pas trouvé.
Ah, bah alors je vais vous envoyer tout ça parce que vous voyez, le travail s'est fait. Ce sera encadré dans l'article au-dessous de notre interview où je vais annoncer Mais en ça. tout cas, cette petite plaquette qu'avec mon équipe nous avons préparée, que le ministère des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le ministre, ont accepté, est maintenant disponible et c'est le résultat de 2 années de boulot pratiquement pour moi. La deuxième étape sur ce sujet est plus complexe, mais je l'ai engagée il y a quelques jours. C'est de convaincre les autorités européennes que le temps est venu de modifier la directive cadre sur la distribution de la télévision transfrontière, qui date de 1993, donc ça fait un petit temps, 21 ans, afin de rajouter aux côtés des câbleaux opérateurs et du satellite le troisième mode d'accès, qui est celui par Internet en ligne. Et j'ai écrit il y a 3 jours au commissaire européen, nouveau commissaire européen en charge de l'économie numérique, qui s'appelle M. Andris, pour lui demander audience, afin de parler des difficultés concrètes de la diffusion de la télévision en ligne transfrontière, en expliquant que je comprenais le cadre contraint des coûts de l'achat des droits globaux, mais que je ne pouvais cependant m'en satisfaire dès lors que je considérais, et j'imagine énormément de personnes aussi, que les 3 modes de diffusion, câble, satellite, diffusion en ligne, doivent pouvoir tourner autour de la dimension des frontières intérieures de l'Union pour créer un réel marché européen de la diffusion des chaînes de télévision. J'attends maintenant la réponse de M. Andris. J'ai fait de même à l'égard de la ministre française de la Culture, Fleur Pellerin, et j'espère que dans les 2 années et demie de mandat qui restent pour moi, sans probablement voir le résultat, parce que c'est 2 années certainement très employables pour réaliser le processus de révision de la directive câble et satellite de 1993, au moins la dynamique soit lancée, qui permette demain plus facilement à des chaînes de télévision d'acquérir des droits globaux et donc de dépasser les frontières d'un État à l'intérieur de l'Union européenne pour permettre l'accessibilité aux internautes qui se trouvent de l'autre côté d'une frontière. Vous occupez aussi beaucoup des questions sociales, des familles aussi. Alors je m'occupe beaucoup des questions liées aux droits de la famille. En début de mandat, je me suis occupé du mariage, notamment mon premier rapport parlementaire a été sur le mariage franco-allemand, l'exercice de ratification d'un accord qui existait déjà depuis 3 ans au moment de mon élection, donc ça remonte à 2009. Puis je suis passé à l'étape d'après, qui est moins drôle, qui est celle du divorce. Ça concerne entre 4 et 5 mariages sur 10 tout de même. Et dans 3/4 des divorces, des enfants. Et il y a entre la France et l'Allemagne, mais probablement aussi entre l'Allemagne et d'autres pays frontaliers, une difficulté tenant aux décisions d'autorité parentale lorsque les couples se séparent, à la fois dans les jugements initiaux, mais plus probablement encore dans les jugements ultérieurs. Et je voudrais pouvoir imaginer, dans mes 2 années et demie de mandat qui restent, un travail qui arrive à faire converger au moins ce qui est la compréhension et la définition que la France et l'Allemagne se font de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que pour moi, là est le nœud du problème. Les textes européens en matière d'intérêt supérieur de l'enfant existent. Ce sont les interprétations des textes qui, elles, divergent. Et il y a là énormément d'échanges à venir, je l'espère en tout cas, et à nourrir sous l'angle parlementaire. Et je vais m'y employer, j'ai déjà fait, rencontrant 10 ministres français, 3 ministres allemands, et j'ai eu confirmation hier que je devrais être rapporteur au moins pour avis, et peut-être sur le fond, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont je suis membre au titre du Parlement français, sur un rapport que je consacrerai justement à la définition européenne de l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, donc je voulais justement vous poser une question. Vous êtes envoyé par l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Quels sont les sujets majeurs dont vous vous y occupez? À l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où nous sommes 18 parlementaires français, 12 députés, 6 sénateurs. Je suis membre de la commission des affaires juridiques et des droits de l'homme et membre de la commission de la culture, des médias et de l'éducation. Dans chacune de ces 2 commissions, j'ai un rapport en préparation. Il y a un qui est un petit peu plus avancé à la commission de la culture sur les réseaux éducatifs, associatifs et culturels des diasporas.
les Français à l'étranger, mais ça peut être aussi les Allemands à l'étranger, comprendre ce qu'ils font, comment ça fonctionne, si ça fonctionne d'ailleurs, et s'il y a besoin, par une lecture comparée, d'actions publiques que le Conseil de l'Europe pourrait impulser. Pour ce qui est de la Commission des affaires juridiques, c'est ce que je vous disais à l'instant, je devrais être rapporteur pour avis, peut-être sur le fond, en fonction de quelle commission aura le rapport de fond, sur la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le but justement à la fois de résoudre les conflits en cours en matière d'autorité parentale et plus encore de prévenir les conflits possibles à mesure que les couples binationaux se forment, et c'est très bien d'ailleurs, de manière croissante. Mais comme tous les autres couples, les couples binationaux sont aussi frappés parfois par les ruptures. Et les enfants n'ont pas à payer le prix de la mésentente de leurs parents. Vous exercez encore d'autres fonctions à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre du groupe d'amis des parlementaires franco-allemands, n'est-ce pas? Je préside le groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée. On est une centaine de députés à peu près. C'est, je crois, le 4e groupe d'amitié en taille après... Dans l'ordre, je crois, la Chine, les États-Unis et la Russie. Je me suis attaché, en étant élu président peu de temps après mon arrivée à l'Assemblée nationale, à y donner un tour volontiers concret. Le groupe d'amitié n'est pas un groupe qui va au marché de Noël de Strasbourg ou de Munich. C'est pas comme ça que je le conçois. Je le conçois comme une commission franco-allemande qui, malheureusement, en titre, n'existe pas à l'Assemblée nationale, où l'on parle de sujets communs à nos deux pays, concrets, et en règle générale éventuellement de difficultés, afin de comprendre pourquoi il y en a et comment les résoudre, ou de défis à venir sur lesquels une réponse franco-allemande serait meilleure qu'une réponse française, plus une réponse allemande. Ça nous a amené à recevoir des journalistes, à recevoir des chefs d'entreprise, des ministres-présidents de passage à Paris. J'ai notamment reçu Madame Hannelore Kraft, la ministre-présidente de Rhénanie du Nord-Westphalie, et puisque nous sommes à Saarbrücken, également Madame Annegret Kramp-Karrenbauer. Je vais voir prochainement. Oui, au titre à la fois bien sûr de la présidence qu'elle exerce du gouvernement régional, mais aussi du mandat qui s'achève malheureusement, parce qu'elle a été une très bonne plénipotentiaire franco-allemande pour les relations culturelles. À cela s'ajoute une autre activité de vous. Vous avez prononcé en octobre dernier un discours lors du congrès des filialistes allemands des entreprises françaises. Au début de votre intervention, vous avez posé 2 questions en guise d'un plan de vos propos. Vous avez dit quel regard peuvent apporter les dirigeants d'entreprises que vous êtes sur l'évolution comparée de l'Allemagne et de la France. Quelles recommandations pouvez-vous formuler pour renforcer le volume d'échanges commerciaux entre nos 2 pays? Avez-vous pu éclaircir les congressistes sur le choix du gouvernement français en matière de politique économique? C'est un vaste sujet pour 2 heures presque. C'est un immense sujet, parce qu'il faudrait presque que je revisite le texte de mon intervention d'il y a un mois. Je me suis attaché dans cette intervention à présenter la politique menée depuis 2 ans et demi par le président de la République et ses premiers ministres successifs, autant Jean-Marc Ayrault que Manuel Valls, en expliquant pourquoi le gouvernement a fait le choix d'une politique de l'offre qui est certes originale. En général, la gauche en France, au gouvernement, a toujours mené des politiques axées sur la demande, et notamment par des relances de la consommation, davantage d'ailleurs que des relances de l'investissement. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, celui de Manuel Valls, sous la direction du président Hollande, a fait un choix différent, qui est un choix pour moi fondateur et juste. L'état actuel de l'économie française, son intégration dans l'espace européen, le fait que nous avons aujourd'hui une monnaie unique, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans sous Jospin, encore moins il y a 30 ans sous Mitterrand, ne permet pas une relance séparée que la France seule mènerait, a fortiori avec l'état d'endettement et de déficit qui est le sien. Si aujourd'hui la France relançait par la consommation, ce qui a été souvent la politique de la gauche en France, nous aurions dans les semaines, même pas les mois, un approfondissement lourd du déficit du commerce extérieur, tout simplement parce que nous n'avons plus, et c'est bien malheureux, l'outil industriel nous permettant de répondre sur les secteurs pour lesquels les Français dépenseraient en priorité le surcroît d'argent qui leur serait octroyé. Et donc nous enrichirions nos concurrents. Et ces concurrents sont moins tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'extérieur aujourd'hui, notamment en Asie et encore plus particulièrement en Chine.
De sorte que d'un endettement supérieur de la France, de déficit encore plus creusé, nous aurions un déficit encore plus profond du commerce extérieur français et à l'arrivée encore plus une forme de fragilisation de l'économie française et de l'industrie française déjà bien entamée malheureusement par la désindustrialisation constatée sur les 10 années écoulées. Et donc il faut reconstruire l'offre française, l'offre industrielle. Et pour cela, le gouvernement a considéré que l'élément le plus immédiat était de réduire le coût du travail acquitté par l'entreprise, pas de réduire les salaires, de réduire la charge qui pèse sur l'entreprise pour l'emploi. Et dans un premier temps, nous avons eu le contrat CICE, impôt compétitivité emploi, qui est une réduction des charges sociales payées par l'entreprise dans une logique de crédit d'impôt. Et très récemment, le pacte de compétitivité, responsabilité aussi d'ailleurs, présenté par le président de la République et voté par le Parlement. Tout ça est un effort à hauteur de 50 milliards d'euros, financé exclusivement par des économies, réalisé par la puissance publique. Jamais dans l'histoire de la France contemporaine un tel effort n'a été réalisé. Jamais. On attend des résultats de cette somme? On attend des résultats, oui, tout à fait, qui vont se mesurer pour moi dans l'ordre du moyen terme. Ça n'est pas un résultat instantané. Il s'agit d'abord pour les chefs d'entreprise de ressentir un élément de confiance, qui est celui d'un cadre serein, posé fiscalement, d'un cadre également de réduction de la paperasserie, de la bureaucratie qui pèse sur l'entreprise, qui fait que demain ce sera plus facile, moins coûteux financièrement, mais aussi en termes de temps, d'investir en France, de créer des entreprises et donc de créer de l'emploi. Ça se mesure sur le moyen terme. Pour moi, c'est une forme de balance vers le marché de l'emploi qu'on verra très probablement en fin d'année 2015, début 2016. Vous savez que le service public est en France beaucoup plus grand et considérable qu'en Allemagne. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est à la fois le fait de choix politiques français, c'est aussi la conséquence de choix politiques élaborés par l'Allemagne au cours des 10-15 dernières années. Le service public allemand a été aussi à une certaine époque différent de ce qu'il est aujourd'hui. L'image du président de la République s'est ternie considérablement si l'on suit le sondage. Est-ce à tort? Ce sont les médias qui l'ont provoqué, cette chute de sondage, ou vous croyez à une reprise? Pourquoi le président de la République est-il si impopulaire? Pour moi, c'est fondamentalement parce qu'à ce jour, il n'y a pas de redressement du marché de l'emploi. Et quel que soit l'individu qui présiderait aujourd'hui la République, aussi longtemps que le chômage prospère en France, que l'industrie décline, que des territoires entiers se voient collectivement paupérisés par les difficultés du pays, il n'y a aucune raison que le président de la République soit populaire. Et je crois que les Français sont pragmatiques. Dès l'instant où ils verront se redresser l'économie du pays et la courbe du chômage se renverser, l'on verra repartir à la hausse la courbe de popularité du président de la République. Alors jusqu'où à la hausse? C'est une question différente. Peut-être y a-t-il aussi dans l'impopularité du président de la République une conséquence d'un certain style de gouvernance, ou certains éléments liés à peut-être sa vie privée ou certaines dimensions très peu politiques, mais qui cependant marquent un personnage public comme lui et qui crée une forme d'inconfort ou de doute dans l'esprit de la population au point de se dire, dans l'échelle des réponses à la question que me pose l'Institut de sondage, je suis plutôt mécontent que plutôt content. La France n'est pas seule en Europe. La reprise de l'économie n'est pas l'affaire d'un seul membre, c'est l'affaire de tous, je crois. Comment les Français voient-ils aujourd'hui l'Europe? C'est vrai que la France n'est pas seule en Europe. Mais c'est vrai aussi que l'Europe se doit de reconnaître les efforts consentis par les États membres. La France en est un, il y en a aussi d'autres. Et personnellement, je suis toujours mal à l'aise, malheureux, comme Européen, comme quelqu'un qui a fait les campagnes du oui en 92, mais surtout en 2005, de voir l'Europe se comporter finalement en chien de garde, rappelant aux tables de la loi, sans aucune forme même d'essai de compréhension à l'égard de ce qu'est le climat actuel dans lequel nous sommes. Et quand un pays consent, je reviens aux 50 milliards d'euros d'économie, inédit dans l'histoire de France,
et finance ça uniquement par des économies sur la puissance publique, les dépenses publiques, je pense que l'Europe pourrait montrer, au regard de la panne de croissance de la France, un petit peu plus d'empathie et de compréhension. Si l'Europe est uniquement là pour jouer le rôle de gendarme brandissant le traité sur l'Union européenne comme une espèce de Bible, il ne faut pas que l'Europe soit surprise de la faible popularité qui est malheureusement la sienne. Aujourd'hui, on ferait un sondage sur que veut dire l'Europe pour vous. Les gens rajouteraient probablement des épithètes négatifs par rapport à l'Europe, alors que l'Europe est une aventure qui relève du positif. Mais l'Europe s'est perdue en étant trop comptable, trop abstraite, trop aride et insuffisamment attentive aux efforts sincères des États. Mais lorsqu'un État vous dit, et c'est le cas de la France, je suis scotché à 4,3-4,5% de déficit budgétaire, en dépit de tous mes efforts, parce que les coupes que je fais dans les dépenses ont un impact aussi sur la croissance, dans la mesure où en France la croissance dépend tellement de la demande, plus que dans d'autres pays, demande interne. L'Europe se doit de reconnaître qu'à trop demander, elle entraîne un pays vers davantage de déficit. Donc un minimum de réflexion par rapport aux conditions actuelles que nous traversons me semble-t-il un petit peu plus aussi d'audace à l'égal finalement de ce qu'a montré Mario Draghi à la Banque Centrale Européenne, parce que finalement l'Européen le plus audacieux aujourd'hui, c'est ni Jean-Claude Juncker, ni auparavant José Manuel Durão-Barroso, ou c'est réellement Mario Draghi, qui a su pousser jusqu'à l'extrême limite le cadre assigné à la Banque Centrale Européenne, que jamais Jean-Claude Trichet auparavant n'aurait osé imaginer. Et je pense que Draghi aujourd'hui est d'une certaine manière le sauveteur de l'Europe, mais de l'Europe entière, de l'ensemble des institutions de l'Union européenne. Durant une vingtaine d'années, vous étiez cadre d'entreprise. Le monde de l'entreprise est le vôtre, y compris en Allemagne. Vous l'avez rappelé devant les congressistes, c'était à Düsseldorf, je crois, n'est-ce pas? À Köln. En quoi votre expérience de cadre vous aide à analyser, juger et réclamer des décisions politiques en faveur de la reprise, en faveur de la croissance économique? Mon expérience de cadre me sert à deux niveaux, à la fois pour une lecture des fondamentaux de l'économie française et de l'économie européenne. Quand vous avez gravité 20 ans dans ce genre de milieu, c'est un peu inné, hein, c'est avec vous. Mais mon expérience de cadre me sert aussi presque en termes de méthode de travail, à la fois pour moi-même, mais aussi dans certaines recommandations que peut-être immodestement on peut se permettre de faire au gouvernement. Je trouve que par exemple on travaille mal en France. Une entreprise, quand elle est bien gérée, elle gère ses annonces et ses silences. Il n'est pas besoin de trop communiquer pour montrer qu'on travaille. Parfois il est utile de ne pas communiquer, ou de communiquer sur des résultats, et pas de communiquer uniquement sur des intentions. Et je trouve qu'il y a une déperdition de la parole publique dans l'excès de communication, ou la communication frivole, que dans le secteur privé manufacturier d'où je viens, jamais je n'aurais imaginé, et à la limite encore moins toléré, parce que c'est contre-productif. Et qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises françaises? Ce que je recommande aux entreprises françaises, c'est sincèrement à la fois, pour celles d'entre elles qui sont, disons, de taille moyenne ou petite, parce que c'est franchement pas utile pour les grosses qui, par définition, sont à l'export, c'est de tenter l'aventure de l'export, PME, entreprises de taille intermédiaire, sur la base, non pas d'une intuition, mais d'une sereine et compréhensive analyse de marché. Trop d'entreprises sont parties la fleur au fusil à l'étranger en n'ayant pas les reins solides, en n'ayant pas les ressources propres nécessaires, en pensant même d'ailleurs que partir à l'étranger est une espèce de guichet où on vous donne des sous et vogue la galère. Et c'est pas ça. Une mauvaise connaissance du marché étranger? Une mauvaise connaissance, ou le sentiment presque qu'il y a comme une mode à aller chercher des marchés à l'étranger, alors qu'on ne maîtrise pas suffisamment le travail d'amont qui permet d'aller avec méthode à l'étranger. C'est pour ça par exemple que je tiens à chaque fois que je suis à Cologne avec un peu de temps libre à rencontrer les entreprises de taille intermédiaire, mais surtout petites, qui sont logées dans le centre d'affaires Villa France, où se trouve ma propre permanence parlementaire, et je l'ai fait mardi, en rencontrant 3 entreprises qui m'ont impressionné.
une qui fabrique du côté du Mans des fers à cheval. Le fer à cheval, pour mettre le fer sur les sabots des chevaux, des fers en aluminium. Et dans mon esprit extrêmement étroit et ancien, le fer à cheval, c'était un maréchal ferrant dans un endroit plein de fumée qui tapait sur les sabots de la pauvre bête. Un schmied. Voilà. Et je me disais, non, et c'était un travail avec une profonde recherche, technologie, et cette entreprise qui a un employé à Cologne s'est donné pour objectif de conquérir le marché allemand et à partir de Cologne également d'autres marchés d'Europe centrale et Benelux. Puis j'ai rencontré aussi une jeune femme représentante donc depuis Cologne d'une entreprise de Lisieux en Basse-Normandie qui elle fabrique des meubles pour les crèches, les Kita, et qui s'attaque au marché allemand qui n'est pas un marché facile puisque la relation au service public de la petite enfance n'est pas du tout la même que chez nous en France. Il y a bien moins d'opportunités en tant que telles. Puis c'est aussi l'Allemagne, un pays où la démographie est faible. Et c'est important d'avoir beaucoup d'enfants qui naissent pour avoir un marché aussi. L'Allemagne pourrait beaucoup apprendre pour la politique familiale en France. Oui, et le plus frappant d'ailleurs, c'est que beaucoup de parlementaires allemands, autant au SPD que je connais un petit peu plus que la CDU, mais aussi à la CDU, m'ont demandé de leur expliquer ce qu'était le service public de la petite enfance en France. Parce que ça permet aussi aux mamans de retourner à l'emploi plus facilement et d'avoir leur vie à elles et pas simplement d'être les Rabenmutter. Et donc, les Allemands savent que la France est un modèle pour l'Europe. C'est un grand mot, mais en tout cas, il y a un service public de la petite enfance qui a quelques bonnes décennies et duquel on peut certainement apprendre les réussites comme éventuellement les difficultés, parce qu'il y en a aussi sûrement. Puis la troisième entreprise que j'ai vue fabriquait des sauces pour l'agroalimentaire. Et elle était basée dans le Morbihan, en Bretagne. Et j'ai trouvé fascinant d'écouter pendant 2 heures ces représentants d'entreprises me parler de leurs projets en Allemagne, de leurs difficultés dans tous les sens du terme, les réseaux de distribution, est-ce que c'était le B2B, donc on reste dans le domaine du business sans le consommateur final, ou est-ce que c'est le consommateur final ? Et c'était génial. Et je recommence ça régulièrement parce que ça m'enrichit moi-même, qui viens plutôt d'un secteur d'entreprises de taille intermédiaire devenues grosses. C'était le cas de mon employeur dans le monde des panneaux solaires. En septembre dernier, vous avez voyagé avec le Premier ministre Manuel Valls en Allemagne. Quels sont vos souvenirs de ce voyage ? C'était un voyage qui m'a passionné et qui en même temps m'a frustré. Passionné parce de la passion. La passion, c'est que l'Allemagne, l'économie, c'est mon monde d'une certaine manière. Mais c'était avec un Premier ministre très différent par le style de Jean-Marc Ayrault, que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Je connaissais moins bien Manuel Valls. Manuel Valls n'a pas la relation avec l'Allemagne qu'a Jean-Marc Ayrault. Mais il m'arrive de penser que Manuel Valls a la personnalité qui est plus en phase avec l'Allemagne que Jean-Marc Ayrault, ou plus encore que le président de la République François Hollande. Parce que Valls est quelqu'un dont on dit en très mauvais français qu'il est cash. Au sens où quand il explique quelque chose, il n'y a aucune forme de rondeur autour de ça, il vous dit la vérité même si elle est rude. Et de la même manière, aussi abrupte, il vous explique ce que sont les projets de l'équipe qu'il dirige. Et moi j'ai trouvé que le style de Valls, finalement, il était utile pour l'économie allemande, les chefs d'entreprise allemands et même d'ailleurs le gouvernement allemand ont pu parfois être confondus par les explications un peu trop empoulées, un peu trop rondes des gouvernements français précédents. Et donc j'étais heureux de voyager avec Manuel Valls à Hambourg et puis à Berlin, notamment d'assister, de travailler un petit peu avec lui en amont, l'intervention qu'il a faite devant le BDI. L'élément de frustration de ce voyage... Vous avez attendu en vain à Stuttgart. Voilà, c'était ça. C'est la suppression à la toute dernière minute de l'étape de Stuttgart, à laquelle je tenais à la limite davantage que celle de Berlin et de Hambourg, où régulièrement, surtout à Berlin, mais aussi à Hambourg, chacun se rend, chacun au gouvernement. Par contre, quand a été le dernier voyage d'un ministre français à Stuttgart, ça fait un certain nombre d'années, et c'est dommage. Et j'avais travaillé depuis mon élection à quelques visites à Stuttgart. J'ai travaillé beaucoup pour une visite de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur de Jean-Marc Ayrault. Puis quand on y arrivait, ça a été annulé tout simplement parce qu'elle n'était plus au gouvernement. Puis après, j'avais essayé de convaincre Arnaud Montebourg.
Et pourquoi Stuttgart et pourquoi le Bade-Württemberg? Parce que je veux que les décideurs publics français touchent la réalité du Mittelstand et la force exportatrice du Mittelstand. Et le Mittelstand, vous le sentez moins quand vous allez visiter Airbus que lorsque vous allez visiter le leader mondial de la fabrication de la porte de garage électrique, qui est peut-être pas à Stuttgart, mais qui peut ne pas être très loin de Stuttgart, et qu'il faut connaître, à la fois pour voir la réalisation, la recherche technologique derrière, la fidélisation du personnel par rapport à des entreprises qui sont souvent de structures familiales, et le soutien dont elles bénéficient, tout à la fois du milieu bancaire local, et des banques régionales, comme également du milieu politique du gouvernement régional dans le land dans lequel on se trouverait. Et je tenais énormément à l'arrêt de Manuel Valls à Stuttgart, et c'est pour ça que j'ai été très malheureux quand on m'a dit à 36 heures du départ qu'elle n'aurait pas lieu, même si je comprenais pourquoi, et c'était totalement fortuit. Terrible, mais Manuel Valls ne pouvait pas ne pas rentrer à Paris, puisqu'il s'agissait d'une déclaration devant le Parlement sur l'engagement de l'armée française dans la lutte contre l'État islamique Daesh, où nous étions tenus par la Constitution, et lui, comme Premier ministre, de faire une déclaration devant l'Assemblée nationale, avec un timing qui obligeait la présence à Paris ce mercredi-là. Donc c'est partie remise. Je ne sais pas si c'est Valls qui va retourner à Stuttgart, mais j'ai remis, il ne faut jamais renoncer, c'est ce que je disais en introduction, le couvert pour que l'un ou l'autre des ministres, j'aimerais que ce soit peut-être Emmanuel Macron, se rende dans le Bade-Württemberg. Vous me permettez encore deux petites questions. Vous voyagez pas seulement en Allemagne, vous avez aussi d'autres pays européens qui se trouvent dans votre circonscription. On l'a dit au début, on l'a rappelé au début. Vous êtes un peu un ambassadeur en voyage. Oui et non, parce que je représente d'une certaine manière la France, ou à tout le moins quand je voyage le Parlement français auquel j'appartiens. Mais je ne suis pas un ambassadeur au sens où je ne suis pas tenu à une expression diplomatique. Je peux aussi dire des choses qui sont en désaccord avec la diplomatie française. Non pas que je le fasse systématiquement, c'est très rare, mais il n'y a rien qui me l'interdit, et je ne me l'interdis pas moi-même. Je peux aussi aller plus loin dans l'expression que ce que peut dire la diplomatie française. Par exemple, en Macédoine, l'un des pays les plus au sud de ma circonscription, je me suis permis de dire assez directement, assez peu diplomatiquement, ma surprise et ma désapprobation à l'égard de l'absence de l'opposition au Parlement. En disant, en rencontrant une responsable de l'opposition, que je comprenais la déception de l'opposition qui n'a pas gagné les élections locales, générales plutôt, législatives, mais en reconnaissant peut-être aussi que des difficultés dans l'organisation des élections étaient intervenues, auquel cas on doit y trouver remède. Mais le rôle de l'opposition n'est pas d'être dehors du Parlement, surtout quand elle a été élue pour siéger, c'est de siéger. Parce que l'opposition, c'est le gouvernement de demain, par définition. Et puis, aux autorités macédoniennes, j'ai dit que je ne comprenais pas qu'elles ne fassent pas l'effort de tendre la main à l'opposition, parce que c'est plus facile, quand vous gouvernez, de tendre la main à l'opposition que l'inverse. Donc elles ont la charge sur elles. Et l'avenir d'un pays qui a depuis 10 ans le statut d'État candidat à l'Union européenne, c'est de trouver les éléments de consensus qui permettent au projet européen de la Macédoine de se fructifier. Mais si à l'arrivée, chacun préfère se livrer à une sorte de match de catch, majorité-opposition, dans 20 ans, la Macédoine ne sera toujours pas dans l'Union européenne. Et il est important de le dire assez brutalement, et je l'ai fait. Donc c'était peu diplomatique. Vous m'avez dit que vous êtes déjà demain matin très tôt à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous y allez faire? J'étais supposé rester à Saarbrücken ce soir et aller demain rencontrer le ministre Toscani et ensuite à Trier. Et malheureusement, pour mon projet ici en Saar et Rheinland-Pfalz, je dois rentrer à Paris dès ce soir parce que demain à 10h30 aura lieu le débat de ratification de l'amendement au protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique, dont je suis le rapporteur. C'est un débat qui a déjà eu lieu à la Commission des Affaires étrangères à la mi-septembre et qui avait donné lieu à un vote unanime favorable à la fois à mon rapport et... J'ai vu votre intervention. Et donc j'étais malheureux de constater que finalement, pour des raisons un peu tactiques, un groupe parlementaire a demandé que ce débat se tienne en séance plénière. Il sera inutile parce qu'on va se redire dans l'hémicycle la même chose qu'on s'est dit dans la salle de commission il y a 2 mois et demi.
Rien de fondamental n'est intervenu dans l'intervalle. Certes, il y a l'accord Chine-États-Unis, qui est un excellent développement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi des promesses supplémentaires sur l'abondement au Fonds vert pour le climat. Mais sincèrement, le Parlement français ne travaille pas aussi bien qu'il pourrait. Et je trouve que lorsqu'un débat intervient en commission de nature ratification d'un texte international et qui se conclut par un vote unanime, il n'est pas nécessaire de mobiliser le temps de l'hémicycle et de forcer les parlementaires à revoir à la toute dernière minute. Pour moi, ça a été à 3 jours de distance, tout leur planning de circonscription pour finalement avoir à 3 mois, septembre, fin novembre ou début décembre, exactement le même échange dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc si j'avais à donner une note, je dirais peut mieux faire pour l'Assemblée. Merci bien, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Merci bien d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir. Merci.